le dialogue en culte, dialogue avec les partis politiques, dialogue avec les syndicats, dialogue avec les jeunes, dialogue avec toutes les forces vives de la nation. Ouverture et dialogue. Voilà ce qui fonde également notre démarche au-delà de notre frontière. La paix, l'entente cordiale avec nos voisins, la promotion du NEPAD et la poursuite de l'Union africaine restent en permanence au cœur de notre action diplomatique. L'initiative de tenir à Dakar une conférence internationale sur le dialogue islamo-chrétien en décembre 2005 et le projet de création d'une cité de la paix au Sénégal répondent à notre désir ardent de contribuer à la paix universelle pour instaurer entre les peuples des relations fondées sur le dialogue et la tolérance. Mes chers compatriotes, l'année dernière, je vous annonçais dans mon message du 4 avril les progrès enregistrés pour le retour définitif de la paix en Casamance. Malgré les exactions d'une poignée de bandits qui, se rendant compte que la terre est en train de se dérober sous leurs pieds, attaquent les démineurs et les villageois innocents, je vous dirai que rien ne nous arrêtera sur le chemin vers la paix voulue par le peuple sénégalais et par l'abbé Diamacoune et la direction historique du MFDC. Nous avons enregistré des acquis réels et décisifs vers la paix et nous poursuivrons nos efforts dans ce sens. J'ai donné à l'armée l'ordre de protéger les populations désireuses de regagner leur foyer, ainsi que les personnes engagées dans la reconstruction. Le gouvernement est plus que jamais décidé à exécuter normalement la mise en œuvre du programme de reconstruction de la Casamance. En plus de la réhabilitation des villages, les régions de Ziguinchor et de Kolda ont bénéficié récemment d'un financement de 835 millions sur notre propre budget. Les bailleurs, tenant compte des progrès réalisés, ont décidé de débloquer l'assistance de 60 milliards de francs CFA promis pour cette reconstruction de la Casamance. Je tiens maintenant à exprimer toute mon appréciation positive aux jeunes qui, animés d'un formidable élan patriotique, ont pris une part active à l'exécution du programme de reconstruction. Je voudrais dire solennellement à tous ceux qui hésitent encore à faire le pas décisif vers la paix et la réconciliation que toutes les mesures d'apaisement que j'ai édictées pour accompagner le processus de paix restent en vigueur. Le gouvernement prendra donc toutes les dispositions nécessaires afin d'aider tous ceux qui acceptent de déposer les armes à retrouver une vie normale, décente et digne auprès de leur famille. Et je n'exprimerai jamais assez ma compassion à l'égard des victimes du Djola, en vérité victimes de notre insouciance collective qui a accumulé les erreurs depuis près de 10 ans. Les indemnisations se poursuivent normalement selon une procédure simplifiée. S'il y a le moindre problème, ma porte reste ouverte pour que nous trouvions ensemble et immédiatement la solution. Je demande au gouvernement de terminer la prise en charge des pupilles de la nation, enfants des victimes, et de poursuivre l'assistance aux jeunes et aux étudiants dont la vie a été perturbée par la tragédie. La recherche de bateaux de remplacement du Djola se poursuit. Je rappelle qu'un bateau de remplacement est en construction dans les chantiers allemands depuis la tragédie, mais que le ministre des Transports est en train de chercher un bateau qui, transitoirement, pourra assurer le relais. Mes chers compatriotes, si en moins d'un demi-siècle d'existence de notre État, les Sénégalais ont su faire bloc, corps et âme pour créer et consolider l'État-nation, c'est que chaque Sénégalaise et chaque Sénégalais exalte quotidiennement les vertus cardinales de patriotisme, d'amour du prochain,
d'ouverture et de tolérance qui habitent notre peuple depuis la nuit des temps. L'histoire des peuples et la lecture attentive de l'actualité nous enseignent que lorsqu'elle est fondée sur la négation de l'autre, la diversité porte en elle les germes de la méfiance, charrie la tension et conduit au conflit. Par contre, vécue dans le respect de nos différences, la diversité est source d'enrichissement et d'harmonie. Rendons grâce à Dieu. Sur cette terre que nous ont léguée nos ancêtres, nous avons en effet hérité de valeurs sublimes, propres à toutes les composantes de notre corps social et fondées sur des rapports de respect mutuel, de tolérance et de convivialité. Dans ce sens, je viens de mettre en place une académie des langues nationales où toutes les langues de notre pays, sans exception, trouveront leur place. Revisitons les règles de bienséance, l'esprit de solidarité et de partage qui gouvernent et raffermissent l'interaction entre nos différentes religions. Ces règles et cet esprit font que les Sénégalais, quelle que soit leur obédience religieuse, partagent les mêmes joies et les mêmes peines. N'oublions pas en effet que dans une même famille se mêlent musulmans et catholiques, que dans certains de nos cimetières, musulmans et chrétiens reposent côte à côte pour l'éternité. Tel est et tel doit rester le Sénégal. Si j'insiste sur ces valeurs, c'est parce que, support de notre cohésion sociale, elles forment notre référence identitaire. Comme une lumière jaillissant de notre passé, elles illuminent notre présent et éclairent notre futur. Sans elles, nos repères seraient brouillés et notre nation perdrait son âme. Alors, pouvoir public, leaders d'opinion, parents, éducateurs, nous sommes tous en tant que dépositaires de ce trésor inestimable, tenus par les exigences de notre langage, les exigences d'attitude, de comportement et d'action compatibles avec les principes fondateurs de la République, ainsi que les impératifs de paix, d'unité, de cohésion nationale et d'intégrité territoriale. Gardons-nous d'emprunter des voies qui, ailleurs, n'ont pu mener qu'à l'impasse, voire au chaos et à la ruine des peuples. Ensemble, veillons plutôt à préserver jalousement cet héritage civilisationnel d'une grande richesse pour le transmettre en guise de viatique à nos enfants légataires du Sénégal de demain. Pour ma part, je resterai toujours une sentinelle vigilante pour la défense de ces valeurs et la consolidation de notre démocratie que nous avons hissée au rang de celles dites majeures grâce à notre génie créateur. Voilà pourquoi je suis en permanence ouvert au dialogue et à la concertation tant à l'endroit des partis politiques qu'à l'égard de tous les partenaires sociaux. Ma recherche permanente d'un consensus autour de l'essentiel répond à ce souci de propulser le Sénégal dans le cercle des nations émergentes, car à la vérité, le combat qui nous reste à gagner est celui du développement. Mes chers compatriotes, le livre blanc sur les réalisations du gouvernement a abordé en détail et chiffres à l'appui les progrès que nous avons réalisés ensemble depuis que vous m'avez investi de votre confiance pour mener avec vous la marche vers le changement. Je ne reviendrai pas ici sur les éléments de ce document. Je me contenterai seulement d'affirmer haut et fort que le Sénégal se porte bien. Avec un taux de croissance de plus de 6% en 2003, notre économie continue d'enregistrer des performances qui nous valent la confiance renouvelée de nos partenaires. Une diversification plus affirmée de la production agricole ouvre pour nos paysans de meilleures perspectives de commercialisation. Cette tendance sera maintenue et renforcée pour la prochaine campagne, notamment
par la poursuite des programmes maïs, sésame et manioc et le lancement de nouveaux programmes comme le blé et le manioc. La multiplication des centres polyvalents de formation d'agriculteurs, une meilleure maîtrise de l'eau avec les bassins de rétention et les barrages collinaires, en plus des possibilités que nous offrent les pluies provoquées, les forêts villageoises d'arbres fruitiers et renforcement des infrastructures villageoises de stockage. Un accent particulier sera mis sur l'accès des femmes à la terre. J'y veillerai personnellement. Nul doute que les grands projets qui arrivent maintenant à maturation vont créer des milliers d'emplois. Les routes, l'autoroute à péage, le nouvel aéroport international Blaise-Diagne, les projets d'irrigation de centaines d'hectares qui sont déjà lancés dans la région de Matam et les cultures que nous allons y faire. Mais nous pouvons encore faire plus et mieux. Comme j'ai l'habitude de le dire, nous ne devons jamais plafonner nos ambitions pour notre pays et pour l'Afrique. Malgré nos efforts dans le domaine de la santé, le plus grand de tous les chantiers où nous avons accompli des conquêtes certaines, il reste encore à faire, beaucoup à faire. Nous avons stoppé l'avancée du sida, mais ne dormons pas sur nos lauriers. Efforçons-nous de conserver les acquis et de gagner de nouveaux territoires sur l'ennemi. J'ajoute que notre pays vient de déclarer la guerre au paludisme qui fait des ravages au sein de nos populations. À l'échelle du monde, nous vivons en effet une ère de mutation accélérée. De nouveaux paradigmes se déclinent et conditionnent le succès ou l'échec des nations. Ils ont pour nom vitesse, concurrence, compétitivité et productivité. Marqué du sceau de l'urgence, le nouvel environnement mondial ne laisse aucune place à l'inertie et à l'immobilisme. Il nous faut sans cesse développer la mystique du travail, aiguiser notre esprit d'éveil et d'anticipation, hâter la cadence pour rester au diapason des pays qui avancent. Dans cet effort, je sais que je peux compter sur l'administration rénovée et modernisée qui doit donner le ton. C'est dans cet esprit que je procéderai prochainement au lancement officiel du programme national de bonne gouvernance conçu pour améliorer la qualité du service public, favoriser un environnement propice à l'investissement privé et créer les conditions optimales d'une administration de proximité ayant un impact positif direct sur les conditions de vie des populations. Ce programme s'articule autour de choix stratégiques clairement identifiés, la transparence, la lutte sans merci contre l'absentéisme et la corruption, le renforcement des capacités institutionnelles, en particulier celle de la justice, et l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication dans toutes les activités de l'administration et dans les relations entre elle et les citoyens. D'ici à mai 2005, la délégation au management public devra terminer l'audit organisationnel et institutionnel complet de l'administration qu'elle a déjà entamé sur ma demande. La modernisation de l'appareil étatique ne saurait souffrir d'un quelconque dogmatisme. Dans le respect des dispositions légales et réglementaires, ces procédures et règles de fonctionnement doivent être allégées et simplifiées. La loi modifiant certaines dispositions du Code général des impôts s'inscrit d'ailleurs dans cette optique. La contribution globale unique, comme nous l'appelons, instaurée par cette réforme, se substitue ainsi à 6 différents impôts. Ce principe sera bien entendu adapté à chaque catégorie. Désormais, le redevable soumis à la contribution globale unique s'acquitte définitivement et une seule fois par an de ses obligations fiscales. Il en résultera une réduction des coûts de gestion de l'impôt et une amélioration de l'efficacité de l'administration fiscale. Je voudrais insister ici sur l'importance particulière que j'accorde au rapport
entre l'administration et ses usagers. Le service public étant à la charge du contribuable, il doit en contrepartie rester à la disposition de ce dernier par son accessibilité, sa neutralité et son accueil convivial et courtois. La prestation de service n'est en rien une faveur faite à l'usager. Au contraire, c'est même une sorte de créance que le citoyen est en droit de recouvrer. Au demeurant, même dans l'hypothèse d'une requête mal fondée, le refus de l'administration doit toujours être notifié à l'intéressé. J'engage les pouvoirs publics à tous les échelons à veiller au respect strict de ces règles et sanctionner sans faiblesse les manquements. Évidemment, la motivation des agents est aussi à la base d'une administration performante. Après la dernière hausse des salaires, le gouvernement reste cette année encore dans la dynamique d'une revalorisation du pouvoir d'achat des agents de l'État. Mes chers compatriotes, la rentabilité de l'activité économique et le changement qualitatif de nos conditions de vie restent aussi tributaires de la mobilité urbaine. Nous devons nous rendre à l'évidence, avec plus de 2,5 millions d'habitants sur seulement 550 km², notre capitale ne répond plus à certaines exigences d'un développement économique et social harmonieux. Le projet de ville nouvelle, qui a d'ailleurs fait l'objet d'un large consensus, et je m'en félicite, a pour vocation de désengorger Dakar en opérant un rééquilibrage dans l'occupation spatiale de notre pays. En attendant sa réalisation, un programme destiné à assumer une meilleure fluidité de la circulation à Dakar et ses environs sera lancé dès juillet prochain. Mais en tout état de cause, l'avènement d'un Sénégal meilleur exige que chacun de nous donne le meilleur de lui-même. J'ai tantôt évoqué les valeurs et vertus de notre société. Mais nous avons également un passif à résorber. Il nous faut, mes chers compatriotes, par une révolution collective des mentalités, redéfinir nos rapports avec le travail, les normes de la discipline, d'organisation et de hiérarchisation de nos priorités. Des pratiques telles que l'encombrement indu de la voie publique, l'occupation illégale de l'espace, la violation délibérée des règles en matière de circulation et de salubrité publique constituent autant d'obstacles dont la levée conditionne en grande partie l'engagement de notre société sur la voie d'un progrès durable. Je voudrais à présent remercier les étudiantes et les étudiants pour leur confiance renouvelée à l'occasion de la leçon inaugurale que j'ai donnée à l'université le vendredi 26 mars 2004. C'est vrai que nous faisons beaucoup pour l'éducation, 173 milliards cette année, des bourses ou aides à tous, mais nous essaierons de faire mieux pour atteindre en 2007 50% du budget dédié à l'éducation. Même si cela est difficile, nous essaierons pour approcher de cette norme. Mais à ceux qui, étudiants ou élèves, pour un oui ou un non, décrètent le fameux 48 heures de grève renouvelable, je voudrais dire que c'est leur avenir qu'ils compromettent. Le temps que l'étudiant passe à l'université pour étudier, hélas, est limité. Quiconque vous conseille autre chose vous donne de mauvais conseils et ne se préoccupe pas de votre avenir. Ce n'est pas parce que j'ai inscrit dans la Constitution le droit à la marche qu'il faut tous les matins, pour un oui ou un non, abandonner son travail ou ses études et occuper les rues. Les heures perdues sont autant de richesses non créées et donc perdues pour notre pays. M'adressant maintenant à vous tous, je voudrais inviter chacun à exercer pleinement ses droits et libertés reconnus dans notre Constitution, mais à cultiver un comportement républicain et à adopter un langage mesuré.
Donner de notre pays par un comportement peu réfléchi une image négative peut nous atteindre tous. C'est toute la problématique de l'usage des libertés qui est ainsi posée à nos compatriotes qui de plus en plus s'adonnent aux jeux de la marche et des grèves. Je rappelle ceci, ce n'est pas parce qu'on a le droit de grève qu'il faut faire la grève tous les jours. Même en France, il n'y a pas ce qu'on appelle les abus de liberté que nous constatons chez nous à présent. Et le résultat, c'est que ceux qui nous observent de l'extérieur disent le président va devoir trop vite en voulant installer la démocratie au galop. Nous, disent-ils, nous avons mis 3 siècles. Mes chers compatriotes, il nous faut démentir cela et montrer que nous sommes un peuple majeur qui sait gérer ses libertés sans contrainte. J'ai eu l'occasion de dire que les Japonais qui ont voulu rattraper les Occidentaux, sachant que la grève finalement est une perte sèche de l'économie nationale, ont inventé une nouvelle forme originale de grève, celle du foulard rouge, du silence ou du chant, tout en travaillant. Parce qu'au fond, le but est de faire remarquer aux autorités qu'on n'est pas content. Cela, on peut le faire de plusieurs manières. Et la grève n'est qu'une forme parmi tant d'autres. Alors, exerçons notre imagination pour définir des formes compatibles avec notre état de sous-développement, notre état d'un pays qui veut rattraper ses retards. Nous devons, comme les Japonais, inventer de nouvelles formes de protestation. Car ce qui est important, c'est que la manifestation soit perçue par l'autorité. Pourquoi ne pas porter un brassard, mais travailler? Les étudiants doivent savoir que chaque minute est importante pour eux et pour la nation. Ils pourraient décider, par exemple, de ne pas sortir des amphithéâtres et réclamer davantage de cours, encore des cours. Les travailleurs en général devraient aussi trouver d'autres formes d'expression. Bref, je fais confiance à votre imagination à tous pour faire au moins aussi bien que les Japonais, trouver des formes d'expression qui ne portent pas préjudice à la formation ou à l'économie. Bien entendu, ce sont là des suggestions qui ne remettent nullement en cause les libertés, notamment le droit de grève, qui sont inscrits dans notre Constitution. Mes chers compatriotes, je voudrais revenir vers les jeunes du Sénégal. Je vous retrouve toujours avec le même enthousiasme et je suis persuadé que vous serez encore au rendez-vous historique de demain. Je connais la flamme patriotique qui brûle en vous. Aussi, je suis à vos côtés et à votre écoute. Avec le Fonds national pour la promotion de la jeunesse, l'Agence nationale pour l'emploi des jeunes et le programme Jeunes dans les fermes agricoles, mon ambition est de sceller avec vous, à l'échelle nationale, un pacte fort et durable contre le chômage des jeunes. Dans un pays en plein chantier, vous êtes par votre énergie débordante les alliés les plus sûrs. Je demande au gouvernement d'ouvrir de nouveaux chantiers. Le chantier des handicapés qu'il faut poursuivre pour que cela soit définitivement réinséré dans notre vie sociale et active, ainsi que le chantier des jeunes inactifs des quartiers. Il nous faut reconnaître que nos immenses efforts vers la jeunesse, reconnus partout en Afrique et dans le monde, ont négligé les jeunes inactifs des quartiers, ceux qui ne fréquentent ni école moderne ni école coranique et ne savent que faire de leur temps. Je demande aux maires de confectionner des programmes spéciaux et de les communiquer au Premier ministre par l'intermédiaire du ministère de tutelle. Bien entendu, l'année budgétaire est déjà bouclée, mais je tiens à ce que les projets y afférents trouvent une bonne place dans le prochain budget de la nation. En attendant, le Premier ministre, le ministre des Finances et les maires s'efforceront de trouver les moyens d'aborder déjà
ici et maintenant ce problème qui me tient à cœur. Mes chers compatriotes, cette fête est également celle de l'armée nationale, vouée entièrement aux causes de la nation et de la République. Nos forces armées paient périodiquement le tribut de leur noble mission. Ce sont encore 3 soldats qui sont tombés sous les balles des bandits et d'autres blessés par la traîtrise. Les desperados perdus pensent qu'ils pourront, par le banditisme, s'opposer au profond mouvement de paix entamé largement en Casamance. Ils se trompent lourdement, car rien, je dis rien, ne nous détournera de notre voie vers la paix définitive. Notre armée s'illustre toujours sur les différents théâtres d'opération au service de la paix et de la sécurité internationale. Ce qui me fait le plus plaisir, c'est qu'on l'appelle partout en raison de son professionnalisme, mais aussi de l'honnêteté de nos soldats qui, dit-on, ne pillent pas les pays où ils sont appelés, mais aident plutôt les populations, les vieilles personnes, les femmes et les enfants. Nos soldats sont réclamés par les populations elles-mêmes, des pays bouleversés par des conflits internes. C'est pourquoi je voudrais, au nom de la nation, féliciter l'encadrement de notre armée, les officiers, sous-officiers et soldats. Mes chers compatriotes, la main dans la main, unissant le passé et le présent, continuons notre marche résolue vers un futur lumineux pour que vive le Sénégal dans une Afrique debout, unie et fière. Bonsoir et que la fête soit belle. Du gouvernement aussi, on apprécie. Là est tout à fait important en termes de solennité et c'est la raison pour laquelle il faut aussi se féliciter de la présence massive de chefs d'État qui sont venus témoigner leur amitié au président de la République, Maître Abdoulaye Wade, et au peuple sénégalais. L'un des défilés les plus réussis depuis l'alternance. Nous avons pu repasser en revue donc toutes les potentialités sénégalaises et surtout il faut mettre l'accent sur la discipline. Le défilé marquant le 44e anniversaire de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale a ainsi vécu une bonne organisation, soulignée un peu partout. Tout le mérite en revient à l'état-major du défilé. Le plus beau défilé et le plus complet auquel j'ai assisté depuis mon accession à la tête de l'État. Mais je voudrais d'abord remercier les chefs d'État qui ont laissé des tâches très importantes pour venir à mes côtés participer à notre fête nationale. Je voudrais remercier donc le président Obasanjo, président de la République fédérale du Nigeria, le président Maouya Ould Taya, président de la République islamique de Mauritanie, le président Pedro Pires de Cap-Vert, le président Amadou Toumani Touré du Mali, notre voisin et nos cousins, le président Yahya Jammeh de la Gambie, nos frères et sœurs, et le président de la Guinée équatoriale, qui lui aussi est venu de très loin pour participer à cette fête. Je les remercie très sincèrement. Et s'agissant du défilé, je voudrais d'abord ici aussi remercier la participation remarquable de certains États africains et de la France pour rehausser le défilé et lui donner une dimension de coopération africaine et internationale. Le Ghana, le Togo, le Mali, le Niger, la Mauritanie et le Maroc et la France nous ont envoyé des troupes d'écoles de formation et comme vous le voyez, la France elle-même a aussi envoyé la garde rouge en cavalerie, la garde républicaine à cheval. À tous, je voudrais présenter mes remerciements en mon nom personnel
au nom du gouvernement et au nom du peuple sénégalais qui est venu apprécier ce spectacle extraordinaire. S'agissant du défilé lui-même, ce que j'ai plus apprécié, c'est vraiment la participation des enfants, la participation des écoles, de toutes sortes, la participation des enfants de troupe, la participation des majorettes de Notre-Dame et de Kennedy, comme toujours, se distinguent par l'élégance, la simplicité et le bon goût, et aussi féliciter avant tout dans le défilé civil, les écoles, et remercier tous ceux qui ont eu l'idée de la participation des civils à ce défilé. Je n'oublierai pas les anciens combattants, dont certains étaient déjà à la retraite, mais sont venus participer à ce défilé. S'agissant maintenant du défilé en général, et plus particulièrement la participation de notre armée, je voudrais féliciter le chef d'état-major général pour ce défilé, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est certainement le plus beau auquel j'ai assisté depuis que je suis à la tête de l'État du Sénégal. Féliciter tous les officiers supérieurs qui ont participé à l'organisation de ce défilé, armée, gendarmerie, police, et féliciter véritablement les autres officiers qui étaient à la tête des troupes. S'agissant des troupes, on aura pu remarquer que, en un mot, le Sénégal est quand même une grande nation. Toutes les armes étaient ici représentées, depuis les plus simples jusqu'aux plus sophistiqués, mais je crois que la dominante a été aussi l'aspect social, les pompiers, la santé et d'autres corps qui montrent que tout ce que nous avons fait aujourd'hui ici s'inscrit dans l'humain. Et c'est pourquoi je voudrais encore une fois exprimer ma joie d'avoir présidé donc ce défilé et au nom de la République du Sénégal, au nom du peuple sénégalais, remercier encore une fois tous les chefs d'État qui sont ici, remercier les chefs d'État qui nous ont envoyé des troupes et qui ont contribué donc à cette manifestation, féliciter notre armée nationale dont nous pouvons être très fiers. Souhaitons qu'elle puisse se célébrer avec beaucoup plus de joie les années suivantes. Vous voyez, c'est une grande fête pour tout le pays et pour moi c'est une grande fête également. Voilà ce que je peux vous dire. Vous avez naturellement parlé du MFDC. Non, on a surtout parlé de la fête qui s'est passée là. Vous voyez, aujourd'hui c'est mon anniversaire. Alors j'ai été invité par le président à venir célébrer ici la fête nationale. C'est ma fête. Je suis né le 4 avril 1928. Ma majorité religieuse, j'ai été confirmé par Monseigneur Grimaud le 4 avril 1937, le jour de mes 9 ans. Et Monseigneur Prosper Dotz m'a ordonné prêtre le 4 avril 1956. Donc, le jour de mes 28 ans. Et je souhaite que le bon Dieu me rappelle à lui un 4 avril, comme ça j'aurai 4 anniversaires. Alors j'ai été content d'avoir été invité par le président à venir célébrer le 4 avril. Voilà ce que je peux vous dire pour aujourd'hui. Abbé, nous vous souhaitons un joyeux anniversaire, mais en dehors de ça, est-ce que vous avez abordé d'autres points? C'est ça, c'est ça. Ça, c'est pour plus tard. Hein. C'est pour plus tard, s'il y a des problèmes, c'est ailleurs. Aujourd'hui, il s'agissait de la célébration de la fête et c'était uniquement cela. Vous voyez, pour cela, ce sont mes collaborateurs, les hommes de terrain. Et quelle lecture faites-vous de ce qui s'est récemment passé Bon, ça, je ne peux rien vous dire là-dessus. Plus tard, on verra.
Malaay ñi itam léegi ñu yegg si. waaw Ablaye Mbaye Pekh kon yëf yaa ngi wéy commandant ginnaaw école formation yi weesu nañu lan la programme bi tëral. waaw léegi ça va être le défilé, c'est le défilé à pied qui se poursuit. Après les écoles maintenant ce sera les formations de des armées, les formations des forces paramilitaires. Donc c'est eux qui vont passer tout à l'heure. Il faut noter que c'est d'abord la musique principale des forces armées ghanéennes qui va passer. Elle ne jouera pas pour les troupes à pied, contrairement aux années passées. Elle procédera à un défilé accompagné d'une démonstration à pas cadencée. kon Ablaye Mbaye Pekh dégg nga di commandant wax. waaw. yëf yaa ngi wéy gone yooyu doon tëgg léegi ñooy goney Prytanée militaire. gis nga leen noonu ñu demee beneen bàkk mooy ñëw ñeneen di ko tëgg ñi nag commandant nee nañu mooy musique principale forces armées bu Ghana. di fedd li ñu waxoon léegi rek ni xewu Sénégal mais ñoo mbokk yi ñoo ko bokk. dëgg la xew Afrique lëkk la te suñu diggante Ghana dara mosu cee ñaaw te rafetal ko defar nañ ko ba ñëpp ñëw te am ndaje la koy neexal mooy ñuy wàll si boo tegee bis kenn ñëwul sa bis rafle na xamal ni Malaay dañoo def ni rafle ci yére la ne déedéet rafle kenn rafleetul rafle ci bis la ne boo tëggee kenn wàllu siwul kenn wuy siwul sa bis rafle na président Abdoulaye Wade nag bisam bii tey di bisu Sénégal raflewul nit ñi wuy si nañ ko. Babacar Diagne, donc le défilé continue et nous avons à l'image la musique principale des forces armées ghanéennes. Yes, Malay, thank you. Indeed, this 4th April, 44th anniversary of our independence is a historic day in many aspects, as President Wade said yesterday during his address to the nation. And we see here this Ghanaian band created in 1960. All the 45 members were trained in London. They are well known throughout West Africa, and the music they play is derived from Ghanaian traditional folklore. Oui, Malay, je voudrais juste donc dire que cette musique ghanéenne, n'est-ce pas, dit ce que dit la présence de ces 6 chefs d'État. C'est parmi donc les symboles forts de cet anniversaire que nous célébrons aujourd'hui. La présence de ces 6 chefs d'État, main dans la main, concentrés sur l'essentiel. Je pense que c'est un symbole très fort. Et nous allons saluer, à côté de ce symbole très fort, bien sûr, la présence de Diamacoune Senghor également, pour un Sénégal uni et fort. Je crois que ça aussi, c'est très fort, parce que la paix